chronique portant sur la géopolitique et également sur l'investissement. C'est ce dont il sera question aujourd'hui en ce 4 mars de l'année 2026. Donc, dans les derniers jours, en fait, samedi dernier, donc Donald Trump a amené l'armée américaine à attaquer l'Iran en coordination avec Israël. Et par la suite, l'Iran a riposté en attaquant notamment des bases américaines se trouvant dans des pays voisins. Et là, il y a une guerre qui a commencé. Ce qui est intéressant, naturellement, c'est de voir sur le web, il y a plusieurs commentateurs qui ont abordé la situation présente, des gens spécialisés depuis longue date là, dans l'étude de la géopolitique. Si je pense entre autres à Benjamin Tremblay qui a fait la vidéo. Je mettrai le lien web là, en bas de l'enregistrement. Même chose pour les autres références auxquelles je vais faire allusion dans les prochaines minutes. Donc, il a fait vidéo L'arme secrète de l'Iran expliquée sur sa chaîne Chaque jour sur Terre. Donc, c'est un Québécois qui commande depuis plusieurs années les grands événements à caractère géopolitique. Et aussi Idriss Aberkan qui a fait une vidéo intéressante. La guerre présente, j'ai l'impression que ça va être une longue guerre. Tranquillement, Donald Trump cherche à préparer l'opinion publique par rapport à ça, dans le sens que il est question que ça pourrait durer plus d'un mois et qu'il pourrait y avoir même des troupes au sol. Et en apprenant tout ça, eh bien, il y a des gens qui disaient que Donald Trump était un président de paix, que jamais il n'ouvrirait de nouveaux fronts de guerre là, qui impliqueraient les Américains. Là. Parce que les États-Unis ont joué à la police internationale depuis plusieurs années et se sont impliqués dans des conflits armés avec différents pays. Si on pense au bourbier qui a eu cours au Vietnam, en Irak et plus récemment en Afghanistan. Bon, ben, moi j'ai l'impression que potentiellement la guerre en Iran pourrait être un bourbier. Pourquoi? Parce que, à la différence de l'opération qui a été menée il y a quelques semaines au Venezuela, qui a été une belle opération, rapide, efficace. Ils vont kidnapper le président du pays pour amener un changement de direction par rapport à la politique au Venezuela. Ça a été rapide, efficace. Tandis que là, ils ont tué le responsable. Donc, ils ont tué l'ayatollah Khamenei, je ne prononce pas régulièrement son nom, là. Donc, qui était là, monsieur était âgé, hein? Il avait 86 ans quand il s'est fait tuer. Donc, le guide suprême du pays, donc en Iran, et l'impact que ça va avoir, comme a soulevé Idriss Aberkan dans sa vidéo, ce qui risque d'arriver, c'est que comme il est mort en tant que martyr, c'est-à-dire qu'il a été tué par un missile américain, eh bien, probablement qu'il va être potentiellement générateur de vocation martyr par rapport aux gens de sa population qui pourraient potentiellement se livrer à des attentats terroristes par rapport à des ambassades américaines ou également des symboles de l'impérialisme américain là, un peu partout dans le monde. Là. Donc, ça, c'est une conséquence possible. Mais c'est vrai, comme il disait Idriss, ben, il est mort, puis aux yeux de ses adeptes, ses disciples, ben, ça fait de lui un martyr. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt comme martyr, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, parce que le gars il n'est plus là sur la terre pour diriger, donner des ordres, gouverner, ben, il peut avoir plus d'influence au sein de la population, puis une partie de la population iranienne risque de davantage l'idéaliser compte tenu des circonstances particulières entourant sa mort.
Et là, on parle de la possibilité qu'en lien avec la guerre qui s'entame depuis samedi passé, du blocage du détroit d'Ormuz, qui est un endroit où les bateaux vont circuler. Et là, si c'est bloqué par l'Iran qui va bombarder, qui va attaquer les pétroliers là, qui cherchent à arpenter ce corridor maritime, eh bien, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que ça va nuire au transport du pétrole à l'international et ça va entraîner une augmentation du coût du baril de pétrole. Et par rapport à ça, c'est ce qui est arrivé, là. C'est-à-dire que le coût du baril de pétrole, au moment où je vous parle, il est, par rapport au Brent, qui se transige en dollars américains, il est à 82,51. Naturellement, il y a quelqu'un proche de moi et là, il me dit, bon, là, est-ce que tu vas prendre des effets de levier pour spéculer sur le baril de pétrole parce qu'il va probablement continuer de monter dans les prochains jours en lien avec l'incertitude liée à la situation géopolitique au Moyen-Orient? Et la réponse que j'ai donnée, non. Je me suis assez embarqué par rapport à l'or puis également au métal argent que logiquement, on pense que ça va dans une direction, mais c'est pas toujours ça qui a lieu, qui se concrétise. Donc, le marché n'est pas nécessairement... En fait, les investisseurs ne sont pas nécessairement rationnels ou logiques. Donc, c'est ce que j'ai mentionné, mais avant d'aller un petit peu plus à fond dans l'aspect financier, ce que je veux mentionner par rapport à ma vision du conflit qui s'entame en Iran, c'est que Donald Trump, là, il ne faut pas l'idéaliser. Et le fait qu'il entame présentement une guerre qui va potentiellement coûter des milliards de dollars là, aux États-Unis, une grande quantité aussi d'argent par rapport au dôme de fer que doit entretenir Israël. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les missiles d'interception qui servent à se défendre d'attaques de missiles iraniens, parce que là, présentement, au moment où je vous parle, l'Iran bombarde de missiles Israël ou des positions américaines au Moyen-Orient, c'est que ça coûte une fortune. Et le missile pour bloquer l'attaque d'un autre missile, comme l'expliquait Idriss Aberkan, peut coûter de 5 à 10 fois plus cher. Donc, il y a un coût associé à ça. Et par rapport à la situation présente, je peux comprendre Donald Trump qui ne voulait pas que l'Iran devienne une puissance nucléaire et qu'attaque des pays voisins, comme par exemple Israël. Là. Je pense que c'est évident que ça aurait pu en venir là. Fait que là, il a décidé de bloquer l'Iran en faisant l'attaque. Sauf que le point, c'est que je ne sais pas cette fois-ci comment il va être en mesure de rallier la population américaine advenant qu'il envoie des troupes américaines au sol suite au bourbier passé où ce que ça a mal tourné. Hein, le Vietnam où un paquet de jeunes américains sont morts. Même chose pour l'Irak, Afghanistan. L'opération en Afghanistan qui a coûté plusieurs milliards de dollars, puis après plusieurs années, ils sont partis, puis finalement, c'est les talibans qui ont repris le contrôle, puis les femmes aujourd'hui n'ont pas plus de droit d'avoir accès aux études supérieures là, sur le plan éducatif. Donc, c'est revenu comme avant, où les femmes sont vues comme des citoyens de seconde zone. Donc, le point... par rapport à la situation que court dans le conflit présent, j'ai l'impression que ça va être encore un bourbier, mais on verra bien qu'est-ce qui va arriver et que, bien que par rapport à l'opération au Venezuela, ça a été une réussite, une espèce de guerre éclair, je pense que là, ici, il va risque d'avoir un enlisement puis un embrasement au Moyen-Orient dans les prochains jours, donc ça va être un dossier à suivre. Et puis, sinon, je voulais aborder tout l'aspect économique par rapport à la situation présente. Bon, c'est sûr que quelqu'un qui va spéculer sur le baril du pétrole, il y a des probabilités que ça augmente dans les prochains jours. Suite à l'annonce puis le début de la guerre, naturellement, qui a eu cours samedi passé, je m'attendais que le lundi qui allait suivre par rapport à la bourse de New York,
que le baril du pétrole allait être élevé, et ce qui a été le cas. Le baril, le baril du pétrole, excusez, je suis dans l'or là. Le baril du pétrole, oui, il a monté en flèche ici. Je m'attendais que l'or soit élevé, ce qui a été le cas. Même chose pour l'argent, mais après ça, ça a redescendu. J'étais curieux d'aller voir parce qu'il existe un fonds négocié en bourse, un ETF qui s'appelle WAR, W-A-R, qui veut dire guerre en anglais, qui est par rapport aux technologies en aérospatiale, en défense américaine. Mais il n'y a pas une hausse là, parabolique là, comme on a pu le voir là, par rapport au baril du pétrole là, dans les derniers jours. Là. Donc, ça va être un dossier à suivre. C'est sûr que c'est un engagement militaire plus important. Peut-être que le titre va se mettre à le lever. Sinon, la semaine passée, dans un autre ordre d'idée très différent, je vais parler de l'entreprise Netflix. Il y avait des gens sur Facebook, dont notamment Cheval, l'investisseur, qui parlait de la possibilité que Netflix allait monter. Netflix a monté. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il a abandonné l'entente qu'il avait avec Warner Brothers. Et à ce moment-là, le titre s'est mis à monter là, de l'entreprise de Netflix qui fournit des vidéos, des téléséries aux gens qui sont abonnés un peu partout dans le monde. Là. Vous voyez la montée que ça a faite après ça. Donc, lui, il y avait aussi la Frugaliste Futée, puis François J. Dubois, qui sont des gens qui sont très suivis sur Facebook, qui parlaient de la possibilité que après une baisse qui court pendant plusieurs mois de Netflix, vous voyez la dégringolade ici, que ça allait remonter. Bon, ben ça s'est concrétisé, ça a remonté. Moi, j'avais investi par rapport au fonds négocié en bourse d'Harvest NFLY-C, puis ça a remonté en prenant ça. Donc, c'est intéressant, mais je ne mettrai pas tout mon temps, mon attention là-dessus, c'est sûr. Sinon, je vais commenter un petit peu par rapport à l'entreprise NVIDIA. D'ailleurs, j'ai investi avec un fonds Harvest négocié en bourse avec option d'achat par rapport à NVIDIA. Que, dans le fond, par rapport à l'étude de la bourse, là, je parlais un peu de ça la semaine passée dans ma vidéo, mais il y a plusieurs éléments qui m'amènent à être dans une situation où il y a beaucoup d'éléments qui me semblent incohérents ou illogiques ou totalement irrationnels. Mais c'est de comprendre que, bon, en mettant les choses en contexte, on comprend davantage, là, mais c'est que NVIDIA a des résultats records. Donc, l'entreprise performe beaucoup, là. On parle d'une entreprise qui, pour le quatrième trimestre de son exercice décalé, NVIDIA a annoncé mercredi qu'il avait dégagé un bénéfice net de 42,96 milliards de dollars en hausse de 94% sur un an. Donc, on voit la performance ici qui est très bonne. Et en entendant parler de ça, on pourrait s'attendre que le titre boursier d'NVIDIA et les corollaires s'y rapportant, comme le fonds négocié en bourse avec option d'achat se rapportant à NVIDIA, allait monter. Et non. C'est pas ça qui est arrivé. Et par rapport à ça, c'est de comprendre qu'à quelque part, si on peut dire, ben, le titre va monter si l'entreprise performe bien, ce qui m'apparaît à prime abord logique, mais c'est pas nécessairement comme ça que pensent les investisseurs en bourse. En fait, la bourse, ça c'était mercredi de la semaine passée. La bourse de New York a terminé orientée à la baisse jeudi. Les performances trimestrielles jamais vues de NVIDIA n'ayant pas suffi à apaiser les craintes du marché sur l'intelligence artificielle. Donc, depuis plusieurs mois, en fait, il y a des gens qui ont peur qu'il y ait une bulle qui se soit formée en lien avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que des titres technologiques qui s'y rapportent, comme par exemple Google, NVIDIA, Facebook, qui vont dépenser de l'argent pour le développement d'intelligence artificielle, soient surévalués. Puis, ce qui est marqué dans l'article, c'est que personne n'est surpris qu'NVIDIA dépasse les attentes. Les résultats étaient bons, mais les investisseurs ont estimé que les prévisions n'étaient pas suffisantes ou qu'elles ne
dissipaient pas leurs inquiétudes concernant l'IA. Le titre Nvidia a perdu 5,45% de sa valeur là, après des résultats positifs, soit plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière qui est partie en fumée. Donc, selon M. Ablin, le marché craint que les dépenses massives engagées pour développer l'intelligence artificielle ne ralentissent, ce qui aurait un impact sur tous les acteurs de la chaîne, à commencer par Nvidia, dont les processeurs graphiques restent les plus demandés. Par rapport à ce qui s'est passé avec Nvidia, j'ai trouvé intéressant sur Facebook l'article de Michel Villa qui explique qu'après la fermeture des marchés, la communauté financière est arrivée à ses écrans pour suivre en direct la publication des résultats trimestriels de Nvidia et surtout la réaction du titre dans les transactions hors séance. Sur le plan fondamental, difficile de formuler le moindre reproche, les résultats ont dépassé les attentes, tant pour le trimestre écoulé que pour les perspectives du prochain trimestre. L'entreprise continue d'afficher une exécution impressionnante dans un contexte où la demande liée à l'intelligence artificielle demeure robuste. Après avoir brièvement franchi le seuil des 203$ l'action, l'action est rapidement revenue près de son prix de clôture de 195,56$. Au moment d'écrire ces lignes, le titre affiche une progression d'environ 0,50%, une réponse bien timide compte tenu de l'ampleur des attentes. Donc là, il a écrit un article qui est intéressant, j'en ai lu une partie, mais le point en lien avec ça, c'est que ça, c'est ce qui contribue à m'écœurer d'étudier la bourse, c'est qu'on peut s'attendre que si un titre a des bons revenus, performe bien par rapport à qu'un titre qui a une entreprise qui a des bons revenus soit haussier parce que l'entreprise performe bien, mais ce n'est pas nécessairement ça qui arrive dans la bourse. Donc, là, c'est ce que je voulais mentionner, puis ce qui fait qu'avec le temps, bien là, je vais me sortir progressivement de l'étude de titres spécifiques, ou si j'en fais, ça va être minime. Là, je vais faire une gestion active, peut-être avec le temps, un très faible pourcentage de mon portefeuille pour aller plus dans des fonds négociés en bourse à cause de ce type de phénomène. Mais sinon, ce que je voulais mentionner, c'est que j'ai écouté aujourd'hui la vidéo d'Adrian de Passive Income Investing. Habituellement, il fait des vidéos qui sont réservées à ses membres payants où il va parler des moments où il va acheter le fonds négocié en bourse MSTE-C, se rapportant à l'entreprise Stratégie étant une entreprise qui a une trésorerie de Bitcoin, c'est-à-dire qui accumule des Bitcoins au fil des ans en achetant régulièrement. Et l'entreprise, dans le fond, Stratégie est très volatile, ce qui fait que le fonds négocié en bourse avec option d'achat est très performant, puis il va aller chercher beaucoup de revenus passifs. C'est une des entreprises les plus performantes là, que, par exemple, Nvidia ou Netflix, par rapport auxquelles j'ai des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Là, vraiment, MSTE, dans la gamme des produits Harvest, c'est celui que je trouve le plus performant. Et Adrian, habituellement, fait des vidéos payantes où il parle de ses achats. Là, il y en a rendu une gratuitement. Où ce qui parle de ses achats récemment. Je me suis empressé de l'écouter. Puis finalement, ce qu'il présente, c'est un graphique. Puis il parle des moments, puis la quantité d'actions achetées, à quel prix, avec les dates. Puis il prend ça en note. C'est tout simplement ça qu'il aborde dans sa vidéo. J'ai l'impression que c'est un petit peu pour se donner la motivation de perdurer dans le mouvement parce qu'on voit la dégringolade du titre. Il en avait acheté le 31 octobre 2025 de MSTE-C. Il était à 9,55. Ensuite, il est descendu à 6 $, 4 $, 3 $. Il s'en va vers le 2 $. Pourquoi? Bien parce que le Bitcoin est en cycle baissier. Là, il y a un petit relent. Il y a à peine quelques heures, il est monté à peu près à 71 000 $ américains. Mais puis on verra par la suite des choses, j'ai l'impression qu'il va continuer de baisser.
Donc, en passant, l'enregistrement présent où ce que j'aborde des titres boursiers n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Et investir comporte des risques. Donc, c'est sûr que je m'intéresse et je regarde de près qu'est-ce qui se passe sur le marché présentement. Pour ce qui est de MSTE, moi, j'attends toujours mon prix que je veux. Des fois, il y a entre ce qu'on veut et ce qu'on peut avoir. Hein? Présentement, on n'est pas là du tout, là, dans le sens que le Bitcoin est à les alentours de 70 000 US. J'attends qu'il descende entre 30 et 50 000, qui, à mes yeux, serait une fourchette de prix acceptable pour acheter soit du Bitcoin ou des fonds négociés en bourse qui s'en rapportent, ou même des fonds négociés en bourse avec option d'achat comme MSTE, qui donne un revenu passif à chaque mois. Là. Dans ce qu'Adrian, ben, c'est d'en acheter régulièrement. Peu importe la situation du marché là, au fil des mois. Nous, on voit ici vraiment sa démarche par rapport à ça, qui prend la peine de noter rigoureusement. Tandis que moi, au lieu de dire, ben là, je vais en acheter un peu quand il est à 9,55, etc., j'attends qu'il baisse encore plus. J'en ai acheté un petit peu, là, remarqué il y a quelques jours, mais j'attends pour faire un achat plus massif qui baisse encore. On verra qu'est-ce qui adviendra. Sinon, ben, c'est sûr que je peux faire une hypothèse pour les prochains jours. Une hypothèse pour les prochains jours, ben, la guerre qui s'installe au Moyen-Orient entre l'Iran, les États-Unis, Israël, va amener de l'incertitude dans la région, ce qui fait que des actifs qui sont habituellement performants en période d'incertitude, comme par exemple le métal or et le métal argent, à mon avis, peuvent monter. Même chose pour le baril du pétrole, mais comme les choses ne sont pas aussi linéaires qu'on peut les envisager, ben, il peut y avoir une situation particulière qui fait que finalement, ça ne monte pas. Et ça aurait été sans doute un de mes plus gros apprentissages que j'ai fait lors de l'année 2026 en lien avec le silver, dans le sens que j'écoutais des vidéos à l'effet qu'à la bourse de Shanghai, le métal argent se transige à peu près à 100 $ américains. Aux États-Unis, il se transigeait à peu près 75 $ américains. Donc, je me dis, logiquement, ben, si il y a une tendance haussière dans le marché asiatique, ça va être contaminé, ça va contaminer le marché nord-américain, ce qui va augmenter une hausse. B, c'est pas nécessairement le cas. La situation n'est pas nécessairement logique. Et ça, en dépit de la demande croissante pour le métal argent, le fait qu'il y a un déficit entre la quantité qui est consommée versus ce qui est produite depuis un peu plus de 5 ans. En dépit de tous ces détails-là, le fait que c'est de plus en plus demandé par les entreprises de production industrielle, ça ne veut pas dire pour autant que le prix du métal va monter. En ligne droite. On l'a vu, on a eu la montée parabolique à la fin du 29 janvier, puis après ça, ben, ça a baissé. Il y a eu le flash crash, ça a remonté un peu ici, puis après ça, flash crash. Là, ici, c'était la période où il y avait des rumeurs de guerre, vendredi passé, entre autres, début de semaine, puis après ça, ça s'est remis à planter. Fait que, pourquoi que je surveille ces deux-là en particulier? C'est parce que j'ai acheté des fonds négociés en bourse rapportant à ces deux métaux-là. Puis là, comme je le disais tantôt, ben, par rapport au pétrole, je n'embarquerai pas. Déjà qui est haut. Présentement, à comparer de ce qui était il y a à peine quelques jours, mais c'est sûr que quelqu'un qui serait positionné à l'avance, ça peut. Ben là, c'est de voir encore jusqu'où le conflit va dégénérer. Donc, pour étudier le moment stratégique pour vendre. Dans le sens que si c'est une guerre qui dure pendant plusieurs jours, puis le détroit d'Ormuz est fermé pendant une longue période de temps, le baril va continuer de monter, d'autant qu'il n'y aura pas la résolution du conflit. Donc, ça va être un élément à suivre. Donc, sinon, ben, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.